Bonjour, nous voici réunis pour la 9e séance du MOOC Philosophie et mode de vie, consacrée à Plotin, Plotin ou la connaissance comme réalisation du véritable soi. Plotin, né en Égypte, s'est installé à Rome où il avait ouvert une école et il a vécu au IIIe siècle de notre ère, au cours de cette dernière période de l'Antiquité que l'on appelle Antiquité tardive. Plotin est considéré comme le père du néoplatonisme et assurément, il est sa figure la plus célèbre. Dans le cadre de nos séances sur philosophie et mode de vie, la figure de Plotin apparaît particulièrement intéressante car elle illustre une forme d'engagement existentiel d'allure très différente de la plupart des figures que nous avons croisées précédemment. En effet, il résulte de l'ontologie de Plotin, qui pose 3 principes hiérarchisés constituant 3 niveaux de réalité, l'un, l'intellect et l'âme, que l'essentiel de ce que nous sommes, de nature incorporelle, se trouve à l'intérieur de nous, au sens immatériel du terme. C'est vers cela, vers ce soi intérieur, que nous devons faire retour pour pleinement nous réaliser, selon un mouvement de conversion spirituelle. Cette philosophie conduit ainsi à développer en permanence des pratiques d'intériorisation et de contemplation, et à mettre en œuvre des exercices qui n'auront jamais autant mérité que dans le cas présent d'être qualifiés d'exercices spirituels. À la différence d'autres auteurs ou écoles, nous connaissons bien, voire très bien, les positions et les pensées des auteurs platoniciens de cette période tardive, grâce à la transmission de leurs ouvrages, ou de l'essentiel de leurs ouvrages, jusqu'à nous. Dans le cas de Plotin, c'est son disciple Porphyre lui-même, auteur néoplatonicien très important, qui a réuni l'ensemble des écrits de Plotin, précédé d'une vie de Plotin qu'il avait composée, réunion des écrits de Plotin en une série cohérente, puisque Porphyre avait regroupé les divers traités de Plotin en 6 ensembles de 9 traités, appelés les Énéades. Les Énéades 1 à 3 traitent des questions cosmologiques et naturelles, l'Énéade 4 traite de l'âme, l'Énéade 5 de l'intellect et l'Énéade 6 de l'un. En fait, les principes de regroupement retenus pour cette édition sont discutables, en raison de la volonté de Porphyre de donner un ordre systématique au traité, ce qui n'était absolument pas une préoccupation littéraire de Plotin. Cela conduit tantôt à des découpages artificiels de traités longs en 2 ou 3 pour atteindre le chiffre de 54 traités, répartis en 6 x 9, tantôt à des rattachements un peu arbitraires de tel traité à telle Énéade, qui tendent en fait à réduire la portée du traité en laissant penser que le traité porte par exemple sur l'intellect, s'il est dans l'Énéade 5, quand il traite aussi bien de l'âme, de l'intellect que de l'un. C'est pourquoi les spécialistes de l'œuvre de Plotin privilégient plutôt l'ordre chronologique des traités, que nous donne aussi Porphyre dans sa vie de Plotin, car ce classement est plus objectif et à certains égards plus informatif, touchant par exemple des continuités problématiques d'un traité à un autre. Dans le cadre du cours, je mentionnerai donc l'ordre chronologique des traités, puis l'ordre des Énéades, par exemple, traité 6, entre parenthèses, 4, 8. Cela étant, une fois que l'on est mis en garde sur les effets éventuellement déformants de cette édition systématique de Porphyre, il nous reste à nous approcher des textes eux-mêmes et des thèses développées par Plotin. Je dois prévenir chacun d'entre vous, les traités de Plotin ne sont souvent pas de lecture facile. En effet, Plotin se veut l'interprète fidèle du divin Platon, comme il dit, qu'il commente abondamment et cite en permanence. Mais il est distant de plus de 6 siècles de Platon, et il est également modelé par les philosophies d'Aristote et des stoïciens, par les courants platoniciens qui se sont succédés dans l'histoire et qui ont beaucoup infléchi le discours platonicien, sans oublier les courants pythagorisants, mais aussi des courants de pensée orientaux contemporains qui contribuent à faire émerger des schémas métaphysiques dualistes, très présents en particulier dans les courants gnostiques.
Plotin est critique à l'égard de tous ces courants et écoles, mais dans une certaine mesure, il en est aussi imprégné, de sorte que son platonisme très sincère tend incontestablement à radicaliser la pensée platonicienne, tout en nuances et en hypothèses, grâce notamment à l'adoption de la forme littéraire du dialogue. Alors, pour entrer dans l'intelligence de la position plotinienne, un premier tour est nécessaire, un tour d'horizon de la métaphysique plotinienne. Je vais essayer de faire court et clair. Plotin donne un tour très systématique à la pensée platonicienne, dans la mesure où il fait de l'un, de l'intellect et de l'âme les principes constitutifs de la réalité. Les deux derniers principes, l'intellect et l'âme, sont engendrés successivement à partir du premier, l'un, qui est le principe absolu et inépuisable d'où émane toute réalité. Commençons donc par le premier, dit aussi l'un, le bien, le simple. L'un, souvent donc désigné également comme le bien par référence à la République de Platon, est absolument simple, sans différence en lui-même, il est la source productive d'où émane toute réalité. Outre l'image de la source, Plotin utilise également pour en parler l'image du soleil, qu'il reprend encore à Platon dans l'allégorie de la caverne tirée de la République. Ainsi que Plotin l'explique, la source ne s'épuise pas dans ce qu'elle déverse, tout comme le soleil ne s'épuise pas dans son rayonnement. Celui-ci est à la fois la source du rayonnement et donc aussi le rayonnement, sans cesser toutefois d'être la source une. Le bien donne ce que lui-même ne possédait pas, écrit Plotin dans le traité 38, Énéade 6-7. Plotin veut donner à comprendre par là que le principe crée sans s'épuiser ni se diminuer, restant en lui-même, tout en étant d'une certaine manière en toute chose simultanément par l'effet de ce processus productif. C'est là la théorie de la double activité. Le principe produit par surabondance, c'est l'acte second et dérivé, sans se détourner en rien de ce qu'il est, c'est l'acte premier. J'en viens au second principe, l'intellect. Ce que l'un crée, c'est donc l'intellect, qui est l'effet de ce second acte de l'un. L'intellect se constitue en sortant de l'un et en se retournant vers lui, lui qui est décrit comme son père. L'intellect, réalité vivante, se constitue ainsi dans un double mouvement d'émanation, l'intellect est la vie qui sourd de l'un, l'effet de sa puissance infinie, et de retournement vers la source de l'émanation. L'intellect est regard, il est activité de vision et de pensée. Il devient donc au terme de ce double mouvement intellect à proprement parler, grâce à cette vision de l'un qui devient productrice à l'intérieur de lui-même de sa différence interne. Cela donne toutes les formes que contient l'intellect. Il faut noter que l'on retrouve notamment derrière la théorie de l'intellect de Plotin les 5 genres suprêmes de l'être qui étaient présentés dans le sophiste de Platon, à savoir l'être, le même, l'autre, le mouvement et le repos. Par combinaison, l'intellect se structure à partir de ces genres majeurs, de leur pluralisation progressive dans l'acte de pensée. Et la vie de l'intellect résulte de cette perpétuelle, éternelle dualité. L'intellect naît de l'un et atteint sa plénitude d'intellect, décrite comme un multiple, par différence avec l'un pur, en se retournant vers l'un, en le regardant et en produisant donc par ce regard vers l'un sa propre différence interne. Car on ne peut saisir l'un qui reste à jamais au-delà. Au total, l'intellect comprend donc toutes les formes intelligibles qui déterminent la possibilité d'exister pour tout ce qui devient ensuite dans le sensible. J'en viens donc au troisième principe, l'âme.
après l'intellect, naît l'âme, car le mouvement qui produit l'intellect procède de la puissance infinie de l'un et surabonde. Cette puissance créatrice n'est pas épuisée dans la constitution de l'intellect, si bien que l'âme naît comme une réplique dégradée de l'intellect, en ayant une fonction, celle de prendre en charge ce qui naîtra d'elle, à savoir le monde sensible, et qui marquera ainsi le terme du processus de production par épuisement progressif. Il faut en effet souligner que la métaphysique de Plotin intègre pleinement l'idée de providence, car l'inférieur s'ordonne au supérieur qui le fait exister, qui lui donne sa consistance et qui le dirige. Le fait est que l'âme, ce troisième principe, est le plus complexe, car il est intérieurement dédoublé en somme. Il présente une face supérieure, l'âme intellectuelle capable de cognition, que ce soit sous la forme de la contemplation des formes intelligibles qui sont dans l'intellect, mais aussi sous la forme du raisonnement discursif qui s'exerce sur le monde sensible, la diversité sensible. Et il présente également une face inférieure, la nature, qui va permettre au monde sensible des corps d'exister et d'acquérir une consistance grâce aux formes sensibles que Plotin appelle les logoi. En effet, selon un mode obscur, se trouve au-dessous de l'âme, produite ou toujours là, en tout cas inerte et sans vie, la matière. La matière qui est le réceptacle des corps qui prennent forme grâce à l'action de la nature, donc de l'âme dans sa partie inférieure, action de la nature sur la matière. Les corps ont en conséquence une faible consistance ontologique, car leurs formes sont comme des reflets sur la matière, dit Plotin. Ce cadre métaphysique étant donné, nous pouvons entrer dans le parcours de l'éthique plotinienne. On comprend alors que pour Plotin, l'éthique qui se dessine et qui détermine le mode de vie philosophique épouse naturellement ce mouvement de conversion dont j'ai parlé, qui peut permettre à l'âme que nous sommes de se retourner vers son principe et de se purifier, au sens de se simplifier, en s'écartant de l'inférieur, le corps auquel l'âme est liée, et en s'élevant vers le supérieur. Partons du phénomène double de l'élévation de l'âme et de la descente. C'est à la fois une énigme qui s'exprime et une tension qui se manifeste. En effet, ce mouvement de retour spirituel de l'âme vers son principe suscite une tension, car nous sommes, Plotin le reconnaît bien évidemment, malgré tout dans un corps, attachés à un corps, parce que le Dieu l'a voulu, parce qu'il y a une nécessité à introduire de l'ordre et de la rationalité dans le monde matériel, qui autrement s'abîmerait dans le chaos. C'est là le sens même de la providence. L'on peut regarder à cet égard l'exceptionnel début du traité 6, qui commence par cette longue phrase. Souvent, lorsque, hors de mon corps, je m'éveille à moi-même, et que, devenant extérieur à toute autre chose, mais intérieur à moi-même, je vois une beauté merveilleusement grande lorsque, convaincu à ce moment d'avoir éminemment part à un sort supérieur, j'agis selon le mode de vie le plus haut, en m'étant identifié au divin et fondé en lui, et que j'accède à cette activité éminente, en me fondant moi-même au-dessus de tout le reste de l'intelligible, lorsqu'à la suite de cette station dans le divin, je redescends de l'intellect au raisonnement, je ne sais expliquer
comment auparavant et maintenant je redescends, ni comment une première fois mon âme a pu entrer au-dedans de ce corps, si elle est telle qu'elle m'est apparue en elle-même, bien qu'actuellement elle soit dans un corps. L'expérience décrite est une expérience d'élévation jusqu'au divin par un retour à l'intérieur de soi qui conduit, Plotin le dit, à sortir de son corps en quelque sorte. Cette expérience est celle d'une vision intellectuelle, ou si l'on veut d'une pensée intuitive, qui fait sortir de son soi corporel, dans la mesure où l'on se détourne du monde sensible que nous font percevoir nos sens, pour s'ouvrir à ce monde merveilleux, intérieur, visible par les seuls yeux de l'âme, le monde merveilleux des formes pures, des formes intelligibles. Il faut noter que pour celui qui en fait l'expérience, cette vision présente une telle évidence que le retour dans le corps devient l'énigme, qui est sur le moment incompréhensible. Une question analogue surgit dans le traité 9. Pourquoi donc ne demeure-t-on pas là-haut? Nous observons par conséquent une véritable tension dans l'éthique de Plotin, tiraillée entre la nécessité d'ordonner l'inférieur et le désir de rejoindre le supérieur. Pour l'âme qui est dans un corps, cette tension n'est pas éliminable, seulement aménageable, pourrait-on dire. J'en viens à la fonction de l'âme et ses deux vies. Pour bien comprendre la nature de l'engagement existentiel qu'appelle la métaphysique plotinienne, pour comprendre la façon dont se résout le dilemme entre mise en ordre de l'inférieur et retour vers le supérieur, il faut bien préciser ce qu'est aux yeux de Plotin la position de l'âme individuelle. Elle est d'une nature duelle, pour ainsi dire, car, par un côté, elle est une réalité intellectuelle produite pour administrer le corps, ce qui explique qu'elle soit issue de l'intellect, qu'elle ne soit pas l'intellect donc, et qu'elle soit sortie de lui. Je cite, « La tâche de l'âme la plus rationnelle est de penser, mais pas seulement de penser. En quoi différerait-elle alors de l'intellect? En effet, elle a ajouté à son être intellectuel quelque chose d'autre, à cause de quoi elle n'est pas restée intellect. Et elle aussi, elle a une tâche, s'il est vrai que tout ce qui se trouve faire partie des intelligibles en a une. » Traité 6, chapitre 3. Ainsi, l'âme vit littéralement deux vies, dit Plotin. Elles deviennent donc amphibies par nécessité, du fait qu'elles vivent alternativement la vie d'en haut et la vie d'en bas. Davantage la vie d'en haut pour celles qui peuvent s'unir davantage à l'intellect, davantage la vie d'en bas pour celles à qui est échu le contraire, soit du fait de la nature, soit du fait des hasards. Autre extrait du traité 6, chapitre 4. Nous pouvons donc parler d'une éthique des vertus à deux niveaux. Pourquoi les vertus? Plotin insiste souvent sur leur importance. Par exemple, dans le traité 33, ce qui fait voir Dieu, c'est la vertu, progressant vers la perfection, c'est la vertu s'établissant dans l'âme avec la sagesse. Sans cette vertu véritable, Dieu n'est qu'un mot. Ou encore dans le traité 38, je cite, « Ce qui nous conduit jusqu'à lui, c'est-à-dire l'un, ce sont les purifications, les vertus, notre ordre intérieur, ce sont nos ascensions, nos repos, la nourriture que nous prenons là-bas. » Dans le traité 19, largement consacré à la question de la vertu et des vertus, Plotin distingue deux sortes de vertus. D'une part, les vertus politiques ou civiles, d'autre part, les vertus purificatrices qui conduisent en vérité à une sorte de dépassement de la vertu. En effet, c'est lorsqu'on ne contemple plus que l'on a besoin des vertus pour se ramener vers la contemplation. La contemplation est un acte intellectuel de l'âme qui suppose le réveil hors de son corps, comme nous l'avons vu dans le traité 6. Lorsque nous ne contemplons plus les réalités intelligibles, c'est-à-dire lorsque nous sommes à nouveau
en contact avec le monde sensible par nos sens, par notre imagination. Les vertus sont les dispositions intérieures qui nous permettent de ne pas nous laisser détourner du monde supérieur. Premier niveau que distingue Plotin, celui des vertus politiques, et il entend par là la prudence, le courage, la tempérance, la justice, qui sont les vertus cardinales selon Platon. Les vertus politiques donc nous aident à modérer les passions suscitées dans l'âme par sa proximité avec le corps et à régler nos relations avec les autres hommes dans le cadre de la cité. Au second niveau, les vertus purificatrices aident à retourner vers le supérieur en faisant travailler un affranchissement du corps. Si la première sorte de vertu est accessible à tous, la seconde suppose, encore une fois, j'insiste, ce mouvement de conversion intérieure qui fait la substance de la sagesse. Alors j'en viens à la dimension mystique de cette pensée. On a en effet souvent parlé de mystique à propos de Plotin. Bien que cette catégorie demande à être soigneusement définie, pour être acceptable, elle ne doit pas être réduite à un sens religieux, pour le dire vite. Cette catégorie s'applique valablement à Plotin d'abord si on se réfère à ce que signifie étymologiquement mystique. Le grec mystikos est l'adjectif qui renvoie aux religions anciennes dites à mystère, mysteria, qui supposaient une initiation. Plotin lui-même jouera de fait avec l'image des mystères lorsqu'il comparera l'approche de l'un par l'âme à l'initiation progressive au mystère. Je cite le traité 9, « Comme quelqu'un qui a pénétré à l'intérieur du sanctuaire, ayant laissé derrière lui les statues qui se trouvent dans le temple, qui seront les premières pour lui lorsqu'il sortira du sanctuaire, après l'objet de vision qu'il a contemplé à l'intérieur et le commerce qu'il y a eu, non pas avec une statue ou une image, mais avec lui, c'est-à-dire l'un. Ces statues ne sont que des objets de vision de second rang. » Mais Plotin y insiste. Cette image du temple et de l'approche du sanctuaire où se tient la statue du Dieu n'est que métaphorique. Et il souligne même qu'en fait, il ne s'agit plus de vision dans le cas de l'un, du premier principe, car dans une telle expérience, il n'y a plus de dualité. Il n'y a plus quelqu'un qui voit quelque chose. Il n'y a plus un voyant voyant une réalité, comme c'est encore le cas lorsque l'on a la vision des formes intelligibles dans l'intellect. Entrer en contact avec l'un suppose de ne plus être soi. C'est pourquoi il parle, toujours dans le traité 9, d'une autre manière de voir. Sortie de soi, épanouissement de soi, intensification de soi, aspiration vers le contact et le repos, tendance à la coïncidence. À ce titre, l'expérience extatique à laquelle il est fait allusion consiste bien dans ce qu'il est convenu d'appeler une expérience mystique d'union au principe avec perte d'identité et processus fusionnel. La dernière phrase du traité 9, célèbre, parle ainsi de « fuir seul vers le seul ». J'en viens à ma conclusion. L'on comprend ainsi que pour Plotin, penser engage entièrement celui qui s'y livre et, dans le sens authentique de cet acte, le transforme radicalement. Car, par l'exercice de la pensée se retournant vers ses principes producteurs, l'intellect et à travers lui l'un bien, l'âme se met en mesure de remplir sa mission d'organisation du corps, qui est sa contribution à l'administration du tout et à son achèvement.
sans toutefois se corrompre à son contact par le développement des passions, et en développant simultanément cette capacité à vivre aussi au contact de l'intellect par la contemplation et de l'un par l'union, un phénomène du reste très rare. Car, dit Plotin, et je terminerai sur cette affirmation métaphysiquement assez vertigineuse, affirmation qui amène à se représenter une véritable distension spirituelle de l'âme, je cite le traité 6, « Et s'il faut, contrairement à l'opinion des autres, oser dire plus clairement ce qui m'apparaît, notre âme non plus n'est pas tout entière enfoncée, au contraire, il y a quelque chose d'elle qui est toujours dans l'intelligible. »